commence par une très belle histoire d'amour. Elle était plutôt grande, avec des mèches blondes qui lui tombaient sur le visage. Même son nom était exotique, Katalinska. J'adorais quand, de sa large bouche, elle me souriait ou qu'elle me regardait avec ses grands yeux noisettes. Cette jument a grandi dans notre écurie. Mon père avait fait d'elle une véritable championne. Par 2 fois, elle a concouru lors du Grand Prix d'Amérique, la plus grande course peut-être de trot au monde. Le trot, c'est cette discipline équestre dans laquelle le jockey est en fait un driver et il est situé, il dirige son cheval avec ses rênes et il le dirige depuis un sulky, donc il y a une sorte de chariot qui est accroché à l'arrière. Ayant été personnellement sur le dos d'un cheval avant de savoir même marcher, j'étais bon gré mal gré destiné à reprendre l'écurie familiale. À l'âge de 20 ans d'ailleurs, j'avais déjà plusieurs métiers à mon actif. Driver, entraîneur, conducteur de poids lourd, éleveur, parfois même maréchal ferrant quand il était nécessaire. Et pourtant, je rêvais d'autres mondes. Je quittais donc le monde de la campagne pour rejoindre celui de la ville. Et pendant plus de 20 ans, j'ai eu des dizaines d'entreprises qui m'ont fait confiance afin de les aider dans leur transformation et afin de les aider à améliorer leur fonctionnement. J'ai ainsi pu comprendre et voir à quel point le monde du travail pouvait bénéficier de la manière dont on traite les chevaux dans le monde des courses. En effet, la performance individuelle et collective sont indissociables de la réussite. Malheureusement, les courses de trot bénéficient d'une image où on les considère un petit peu comme une loterie dans laquelle les numéros arrivent au hasard et on peine à voir que derrière ces numéros, il y a des chevaux qui se cachent. Au-delà du spectacle, c'est une véritable compétition sportive pendant laquelle de nombreux talents viennent s'affronter. Vous avez très certainement déjà vu une course à la télévision, mais laissez-moi vous emmener de l'autre côté de l'écran. Imaginez-vous derrière un cheval, vous avez dans les rênes de quoi diriger ou emporter un cheval qui est 7 fois plus puissant que vous. Depuis votre sulky, bien assis, vous avez un énorme gros plan sur sa croupe. La vitesse est plutôt importante, vous êtes aux alentours de 50 km/h. Vous avez des concurrents devant vous, derrière vous. Votre sulky touche parfois le sulky d'un compétiteur, dangereusement. Vous savez que si l'un d'entre vous freine violemment, c'est un accident, c'est certain. Mais si vous laissez trop d'espace, alors un compétiteur va venir s'engouffrer dans l'espace et je peux vous assurer que c'est vraiment impressionnant de se faire doubler à 50 km/h par un cheval dont la tête passe à 50 cm de la vôtre. Et puis finalement, vous arrivez dans la dernière ligne droite. Là, vous devez faire comprendre à votre cheval qu'il est temps de tout donner. Alors, avec votre cravache, vous allez frapper sur le bois de votre sulky afin de faire du bruit. Vous allez relâcher les rênes pour baisser la tension. Le cheval peut s'étendre. Et puis, vous allez même le motiver de votre voix. Et finalement, vous passez le poteau d'arrivée. En fait, la performance au cours de cet exercice, sur une durée de 1,5 à 3 km environ, vous savez que 2 courses ne peuvent jamais se dérouler de la même manière. Votre cheval n'est jamais le même d'une course à l'autre. L'issue n'est jamais garantie. C'est la capacité de votre cheval et votre capacité à le diriger qui vont vous permettre d'atteindre les meilleurs résultats. C'est exactement cette sensation que j'ai découvert dans le monde de l'entreprise. L'issue n'est jamais garantie. La compétence de votre équipe et votre capacité à la diriger vont déterminer votre capacité à réussir. En fait, il n'est pas question ici de rendement prévisible de machines, mais vraiment d'êtres vivants qui vont s'affronter dans cette épreuve. Très souvent, j'ai constaté que dans les entreprises, on oubliait que la performance individuelle était une condition sine qua non du résultat financier, et pas l'inverse. Il y a une trentaine d'années, un certain nombre d'entraîneurs ont décidé d'utiliser le dopage pour améliorer la performance de leur cheval. Des étalons incapables de reproduire, des ruptures de ligaments font partie des conséquences d'un tel traitement. Conscients d'un véritable danger pour les chevaux et pour la filière, les sociétés mères ont décidé
d'impliquer des règles très strictes. Et au final, aujourd'hui, c'est à moins d'un cheval sur 400 qui est considéré comme étant dopé, ce qui est plutôt excellent quand on sait que c'est hyper restrictif. Tout est interdit, aspirine ou même caféine. Dans le monde du travail, en revanche, les composantes qu'on va prendre, du café, plus ou moins légal, du café, ça peut être des antidépresseurs, mais ça peut être aussi de la cocaïne, vont être consommées de façon à compenser la performance d'un individu, ou voire même arriver à donner un peu plus d'énergie dans ces moments difficiles. Ça peut être la peur du licenciement, ça peut être les entretiens d'embauche, la promotion ou les conflits, qu'ils soient internes ou externes, que sais-je encore. En fait, on utilise ces matières pour lutter contre la peur. Et cette peur, c'est un mécanisme qui est très connu dans le monde du cheval, qui est basé sur celui de la gestion du stress. Et je ne veux pas ici vous parler du bon stress, celui qui nous permet justement d'avoir ce petit coup de pouce, ce coup d'adrénaline, mais le mauvais stress, celui qui dure, celui qui va vous ronger vraiment. Le stress est composé d'énormément de facteurs neurologiques et physiologiques, et c'est cette complexité sûrement qui en fait un système qu'on trouve très difficile à juguler. Dans le monde du travail, son application s'appelle surmenage ou burn-out. Pourtant, le stress n'est pas une fatalité. En aménageant correctement les façons de travailler, il est possible de le réduire, voire même de le supprimer. Malgré une nervosité incontrôlable, notre jument Katalinska est arrivée à se hisser parmi les 20 meilleurs chevaux de sa génération, au niveau mondial. Pourtant, quand mon père s'asseyait sur le sulky, c'était une catastrophe. La jument était surexcitée, elle était persuadée que ça y est, c'était le moment de courir. Alors on devait remplacer mon père par quelqu'un d'autre qui permettait de remettre la jument en confiance et la permettre de faire un entraînement complètement efficace. La confiance, c'est un élément qui est extrêmement positif dans l'entreprise et qui permet justement de combler ces problèmes liés au stress. Et avec un cheval, c'est très facile à faire. Il vous suffit de vous comporter de la bonne manière. Elle s'habitue à votre voix. Elle sait que votre comportement apporte quelque chose de positif, donc elle peut concentrer son énergie à la performance et non la concentrer à la gestion de sa peur et de son anxiété. En fait, le stress et la confiance, plutôt la confiance, a un énorme avantage dans l'entreprise, c'est qu'elle ne coûte pas très cher à mettre en œuvre. Mais l'autre inconvénient, c'est qu'en fait, son retour sur investissement est très difficile à calculer. Et malheureusement, les techniques de management de l'ère industrielle sont venues s'appliquer dans nos techniques de management et dans notre univers de travailleurs du savoir. Ce qui fait qu'on va imposer un stress permanent et on pense qu'on est capable de gérer des gens de la même manière qu'on est capable de gérer des machines, ce qui est une aberration puisqu'on sait que le stress favorise la faculté motrice au détriment de l'activité du cerveau. Donc on va déployer des structures dans lesquelles on va mettre un stress permanent et on va imposer d'avoir de la créativité. On demande de l'innovation, de l'implication de la part des employés, et puis on va déployer des centaines de procédures, on va mettre un contrôle permanent et entretenir une espèce de culture de la peur. Pour changer un petit peu cet environnement, il est nécessaire de se rendre compte qu'on peut aménager son environnement, mais pour cela, on a besoin de prendre un petit peu de recul et de changer de paradigme, souvent de prendre un peu de survol. Je vais terminer par un dernier exemple. Le monde des courses de trot est une discipline assez particulière. À l'époque, enfin il y a assez longtemps, puisque vous voyez en noir et blanc, les gens montaient
avec les jambes très longues, dans une posture assez dure, voire virile. Et j'ai eu la chance personnellement de pouvoir apprendre à monter avec un cavalier, un jockey qui s'appelle Yves Dreux. Cette personne montait ce qu'on appelle la monte en avant, c'est-à-dire qu'il déplaçait le poids au-dessus du garrot de son cheval, ce qui soulageait le dos. Des années après lui, Philippe Machel avait un cheval qui souffrait des reins. Afin de soulager ce cheval, il adopta cette monte en avant, mais il alla encore plus loin en relevant les étriers. Grâce à cette posture, le cheval n'avait plus de problème de reins. Ça a été une révolution, au même titre que Fosbury, lorsqu'il adopta sa technique et l'imposa dans le monde du saut en hauteur. Au début, lorsque Philippe adopta cette technique, c'était vraiment ça faisait sourire tout le monde, voire on se moquait. Et puis il commença à gagner des courses, à gagner des courses, à gagner des courses. 15 ans après lui, tout le monde a adopté cette technique. Combien de burn-out, de problèmes et de dépression et d'incohérences avant qu'une telle révolution n'arrive dans nos entreprises ? Merci.